Salut les amis! Quoi de plus sympa pour démarrer une nouvelle saison que de s'envoler dans l'espace avec une série limitée? Et oui, c'est Pierre qui vient nous raconter son histoire avec une Omega Speedmaster Gemini 6. Compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, top! Allumage des moteurs d'Alicious, décollage de Petite Montre entre amis saison 2. Salut Pierre, Salut, ça va? ça va et toi? La grande forme? Toujours. On se retrouve dans l'espace là, hein, la mission Gemini 6, Exact. mission américaine où il y a deux vaisseaux qui se rencontrent dans l'espace. C'est ça. À la base, c'était pas prévu. Ouais. C'est une mission qui a été abordée à la base à cause d'un problème technique. Et par la suite, ça a été donc une mission assez historique pour le coup, pour le programme. Vous américain. avez vu ça les gars? Et comme il est avec une série limitée Gemini 6, eh bien on va voir avec ma Speedmaster également si on fait aussi bien que les amis américains de l'époque avec cette mission. Alors, cette Speed, tu nous la montres? Ouais, pas de problème. Est-ce que je peux l'essayer? Ça devrait aller. Ça devrait aller? Ça marche. Hop, Tiens, tu veux essayer celle-là? avec grand plaisir. Allez, c'est parti les amis, c'est ça la beauté. On se retrouve dans l'espace, c'est pas la station spatiale internationale, mais c'est pareil. Alors ça j'aime beaucoup un bracelet NATO les amis, parce que ça me permet de régler le bracelet. Après, tu as un bracelet de poulet, toi tu as quoi toi? Ouais, un petit peu. Elle est un peu grande pour moi la tienne, tu vois. Ah, d'accord. J'ai le droit de mettre, je peux passer un doigt. Ah, ça marche. Et vous remarquez qu'il porte sa montre au poignet droit, il va nous raconter tout ça. Alors tu l'as acheté quand ta Speed? Alors on me l'a offert il y Ouais. a 5 ans maintenant. 5 ans? T'as quel âge? J'ai 25, bientôt 26. Vous avez deviné pour quelle raison il l'a eu. Hein. Hein? Exact, pour mes 20 ans. Ouais. C'était mon rêve à la base de partir dans l'espace et être astronaute. Ouais. Sauf Et que. t'es astronaute ou pas? Bah non. Je suis un métier qui n'a rien à voir avec ça en plus. C'est vrai, qu'est-ce que tu fais? Je suis directeur de création dans une agence de communication. Bah écoute, si t'as la NASA ou l'ESA ou SpaceX comme client. Ah, ça serait génial. Mais dis-toi que j'ai des potes qui travaillent dans l'aérospatiale. J'ai déjà fait des projets étudiants avec eux. Pour le Ouais. côté graphisme, moi, les aider justement, faire les badges de mission. Dont des projets qui se sont retrouvés à la NASA après en compétition. Waouh! Ouais. Ok, donc tu l'as reçu pour tes 20 ans, cette Mhm. Speed. Donc elle a comme caractéristique, si je regarde bien, hein, d'avoir un cadran à 9 heures complètement différent C'est ça. des Speed historiques. C'est ça. C'est toute une série qui est sortie fin des années 90, en 98. Ouais, Où en fait, ils ont mis les badges de mission à la place du cadran justement à 9h. d'accord. Donc il y a toute une série en fait de toutes les missions où la NASA, enfin où Omega a participé en fait dessus. Mercury. Attends, t'as Mercury, Gemini, Apollo. C'est ça. C'est ça? Mais comme c'est en 65 en théorie que ça a commencé, Mercury en fait pas partie. D'accord, ok. À confirmer. Ok, mais attends, t'es plus fan d'Omega ou de la NASA? Ah, vous avez vu le Grande piège, question. les amis, c'est ça qui est beau, hein. Grande question. Non, je suis fan des deux. On va dire, c'est mon premier contact avec l'horlogerie suisse Ouais, à la base. ouais, Et je suis un grand fan de la NASA depuis que je suis tout petit par contre. d'accord. Ok. Donc, c'est un cadeau, mais t'es depuis tout petit, donc tes parents le savent forcément, hein, que tu es totalement. fan d'aéronautique, d'aérospatiale, on va dire. Pour autant, est-ce que tu l'as choisi, ce modèle-là? Totalement, ouais. Ouais. Bah en fait, quand on est allé l'essayer pour la première fois, il y en avait plusieurs. Il y a même une autre montre qui me faisait rêver à l'époque, c'était la Reverso, de Ouais. chez Gégère. Ouais. Donc, j'en Bah, ai elle n'est pas essayé. allée dans l'espace, hein. Non, elle n'est pas allée dans l'espace. Ouais. Et donc justement, j'avais plusieurs possibilités, des plus simples, des classiques en Speedmaster, des plus vintage aussi. Ouais. Et une avec aussi, alors je sais plus la référence, mais avec en fait à la place de tous les cadrans secondaires, des planètes à la base. Il y en avait Ouais. une en fait avec donc la Lune, la Terre et Mars sur le même Ouais. cadran. Ouais. Et c'est celle qui m'a tapé dans l'œil, le côté Ouais. badge de mission qui m'a toujours fait rêver. Les amis, celle multicolore, là, justement, avec les planètes, dites-nous en commentaire laquelle est-ce. Moi, je la trouve un petit peu, un petit peu chargée. Je suis quoi. d'accord On avec sait toi. plus trop à quoi se fier là-dedans. Totalement. Qu'est-ce qu'il dit, le cadran, là? Il dit quoi? Parce que là, avec mes vieux yeux... Alors, dessus, donc tu as la référence de la mission de Gemini Ouais, au-dessus. Et après, en fait, sur les côtés, tu as les deux noms des astronautes, donc Shira et Stratford. Shira, les amis, une légende quand même dans l'aéronautique, et puis quelqu'un qui a marqué l'histoire d'Omega finalement, puisque il porterait, je le dis au conditionnel, parce que j'en suis pas sûr, je ne sais pas si vraiment on en est sûr,
si c'était sa montre perso ou non, mais la fameuse 2998. C'est ça, il y a une grande légende autour de ça. Ouais, c'est On a du mal à démêler le vrai du faux. Bon, les amis, je vous invite à revoir l'épisode d'Olivier qui nous présente justement une 2998, boîtier différent, calibre différent de celle-ci. Donc tu l'as depuis 5 ans. C'est ça. Si tu dois la résumer avec un adjectif, parce que ça n'a pas changé. Non. Saison 2, les amis, il y a toujours le coup de l'adjectif, ne vous inquiétez pas. Je dirais historique. Historique ? C'est une montre historique qui a fait l'histoire, une grande partie de l'histoire du XXe siècle des États-Unis, pour moi, et du monde, parce que la conquête spatiale. Ouais, mais là, tu parles de la Speed. Je parle de la Speed, en de général. la mienne. Bah, de la mienne, c'est. La tienne est historique plus que les autres. Non, pas spécialement. Ce serait pas un adjectif, ce serait plutôt c'était un rêve. Vraiment, en fait. Ça a toujours été un rêve d'avoir cette montre-là. Dès que j'ai commencé à m'intéresser aux montres, c'était la montre que je voulais, en particulier. Pour ce côté histoire, pour aussi l'esthétique, c'est une montre que j'aime beaucoup. Et surtout, c'est une des rares montres, je trouve, qui arrive à se marier avec toute forme de tenue aussi. Je peux la mettre avec un costume, ça fonctionne. Je peux la mettre comme aujourd'hui avec un t-shirt, jean basket, ça marche aussi. Et c'est une montre pour moi. Ça, les amis, vous nous direz en commentaire si ça marche. Je pense que ça marche. Hein? Bah, c'est pour ça que je le fais. Ouais. Alors, je la regarde avec attention, bien évidemment, pour, on va dire, la comparer de mémoire. Je n'ai pas sous les yeux la mienne, mais effectivement, on est sur quelque chose de très très similaire avec ce boîtier asymétrique. Bon, il y a des petites différences sur la lunette, etc. Tu as le cadran 10 step dial qui est intéressant. Totalement. Tu as fait le choix, il y avait le choix verre en ésalite ou verre en saphir, puisque là ça a l'air d'être le verre en ésalite. Ouais, alors non, j'avais pas le choix pour le coup, c'était tous en ésalite. Ouais. C'est vrai que ça prend un peu les rayons avec le temps. Ouais, mais surtout ça a une couleur différente. Totalement. Ouais, on le voit sur les photos. Quand je fais les photos, parfois c'est compliqué, mais alors quand il y a un verre en ésalite, c'est vraiment très très sympa. C'est plus facile à gérer les reflets. C'est ta montre de tous les jours ? Ouais, totalement. Ouais. C'est la montre de tous les jours que je mets. Après, j'aime bien souvent varier selon les tenues, selon les couleurs que je porte aussi. Mais c'est clairement, quand je ne sais pas quoi mettre, ou même par plaisir, c'est que je mets d'office. D'accord, ok. Je pense que tout le monde a remarqué qu'il n'y a pas le bracelet acier qui est venu avec la montre. Donc il y a un NATO, c'est le NATO d'Omega ou c'est juste le NATO Look Omega ? Non, c'est le NATO Look Omega, mais qui était en fait fourni avec la montre quand je l'ai acheté chez le revendeur où je l'ai acheté. Ah, d'accord, ok. Bah, tu nous parleras un petit peu de l'acte d'achat et du parcours client à ce moment-là. Mais tu as le bracelet acier ? Totalement, ouais. J'ai le bracelet acier, l'écran. Pourquoi tu la portes sur NATO ? Parce que tu te dis, j'ai une combinaison d'astronaute, je vais pouvoir la passer ou, J'aimerais bien avoir ces problèmes-là. Non, c'est parce que j'ai un tout petit poignet et que souvent le bracelet acier est un peu trop lourd sur moi. Ouais. Et, je l'ai porté pendant 3 ans avec le bracelet acier. Mais voilà, avec la lourdeur et le fait que ça me fasse vraiment un gros morceau sur le poignet. D'accord. J'ai opté un jour pour le NATO, parce que c'est quelque chose que je faisais pas du tout et que les gens à qui je parle, qui portent des montres, n'ont pas du tout de NATO non plus. Ouais. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le style et maintenant, même les montres classiques, je les mets souvent en NATO, de base. Ok. Bah, t'imagines, tu auras eu une Reverso. Les amis, si vous avez déjà vu une Reverso avec un NATO, il faut me faire signe parce que je crois que ça, c'est du. C'est un sacrilège, un peu, je trouve. Je le mettrais pas en Je suis même pas sûr que ça passe en plus. Non. Ouais. Okay. Pourquoi tu la portes à droite ? Alors parce que je suis gaucher à la base, je suis gaucher contrarié, ça c'est une autre histoire. Mais j'ai toujours porté à droite la montre parce que quand j'écris, j'aime toujours en fait, c'est particulier, j'aime toujours la voir en fait pendant que j'écris. Et ça date du bac surtout, en fait tout simplement, où j'avais ma montre en fait là, comme ça j'écrivais, je pouvais regarder l'heure en même temps pour être bien précis. Ah, ils sont forts les jeunes, les mecs ils écrivent en même temps qu'ils regardent l'heure, je veux dire et tu te chronomètres quand tu t'écris pour voir si tu écris vite ou pas ? Bah comme j'ai eu des problèmes d'écriture à cause de ce truc là, oui. Ok, sur les prises de vue j'ai lancé le chronomètre, c'est quand même toujours plus sympa, etc. C'est un truc que tu utilises ça le chronomètre ? Ouais, pas mal justement dans mon métier, je fais aussi de l'audiovisuel, c'est assez pratique justement d'avoir le chronomètre toujours à portée de main, sans en fait avoir le retour caméra en permanence, toujours avoir on va dire un timer précis, c'est toujours utile pour le coup. Ok, c'est beau ça. Et pour l'apnée quand je faisais un peu de plongée. Ah, c'est pas une plongeuse, loin de là. C'est pas une plongeuse. L'étanchéité, c'est pas son truc. C'est pas son truc, mais dans une piscine pour s'entraîner à l'apnée, ça marche pour le coup. Ça marche. Alors, on regarde un petit peu le fond de boîte, qu'on pourrait qualifier de classique, ma foi. First clarified by NASA for all manned space missions. The first watch worn on the moon. Voilà, les amis, la première et pas la seule, selon les dires d'Omega. Tout à fait.
C'est sympa ça. Toujours. Ça fait toujours plaisir de l'avoir en fond de boîte. Ça, c'est souvent aussi un vecteur de conversation, pour le coup. Quand on voit que c'est celle-là, le fait de dévoiler à l'arrière de la montre que c'est la première montre sur la Lune et tout, pour les gens qui s'y connaissent pas, ça fait toujours un petit peu d'effet. Ouais, bien sûr, c'est sympa. Puis en plus, je pense que, étant donné que c'est ta passion, totalement. Comment on dit l'aéronautique, l'aérospatial, Aérospatial, comme c'est ta passion, je pense que tu as plein de choses à raconter sur le sujet. Tout à fait. Hein? Ouais, non, j'embête souvent mes proches et mes amis avec ça. Ouais. Qui sont pas forcément intéressés. Et dès que je suis parti là-dessus, ça peut aller très long. Pendant très longtemps. C'est très sympa. Alors, parle-nous de la façon avec laquelle tu l'as acheté. Bon, c'est un cadeau, donc tu n'as peut-être pas forcément toutes les infos, hein, mais comment ça s'est fait? Tu l'as acheté où? Alors, je l'ai acheté chez Collector Square, Ouais. qui est un vendeur de montres. Ouais. Je l'ai acheté de famille, parce que j'ai une personne de ma famille qui travaille là-bas. Ouais. Et c'est comme ça, en fait, où on est venu avoir, on va dire, plusieurs montres disponibles assez vite aussi. Donc, tout simplement, en fait, j'y suis allé, j'ai pris un rendez-vous là-bas, et c'est là, en fait, où dans leur showroom, on a eu un palais de montres, on va dire. Ouais. On en avait beaucoup, sur certaines que j'avais présélectionnées, et au fur et à mesure de mes goûts, justement, ils m'en ont ramené d'autres. Ah bah tiens, ça pourrait te plaire. Et c'est justement celle-ci, c'était une comme ça. Ouais. À la base, elle n'était pas sur le plateau de base. Ouais. Et quand j'ai dit que j'aurais bien aimé en avoir une avec une édition avec un patch de mission, ils m'ont dit ah mais attends, on en a une en stock. Et tout, c'est et bon, c'est ça. là qu'on l'a eu. Comme Ouais. ça. Et là, Ouais. ça a été le coup de foudre, clairement. Ouais. Et il me semble que ce modèle-là est une série limitée. Exact, ouais, Ouais. elle est à Combien 150 d'exemplaires? 150 exemplaires. 150, mais elle fait pas partie d'un coffret justement avec tous les badges de mission? Si, totalement, ouais. Alors, pour le coup, il y a un débat là-dessus, c'est qu'il y en a eu peu de ces coffrets-là, Oui. les coffrets mission, comme Oui. on appelle ça, Oui. même si c'est une édition de mission. Mais le coffret, en fait, qui comporte toutes les montres, en fait, avec tous les badges de mission, pour le coup, il y en a pas beaucoup, et on ne sait pas si elle vient de ce coffret-là. Ça peut totalement faire partie de ce coffret-là, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont été éclatés par le temps. Ouais. Mais voilà, mais en tout cas, oui, elle fait partie de la saga mission, on va dire. Ouais. Tu t'es renseigné chez Omega sur justement, elle vient pas de ce coffret? Totalement, ouais. Ouais. Je leur ai envoyé un mail il n'y a pas longtemps, ils m'ont répondu. Ils t'ont répondu? Totalement, ouais, ils C'est m'ont beau les amis, hein, c'est pas toujours le cas, hein, mais c'est bien de le noter. C'est ça, ils m'ont répondu et ils font enfin pour l'instant en fait ils l'ont pas dans leur base de données. En fait cette gamme-là est trop récente et pas assez demandée comme elle est rare. En fait chez Omega quand on leur envoie des mails justement sur des renseignements de modèles et tout, surtout sur le côté quand vous enregistrez la montre avec le numéro de série, ça remonte en fait plus il y a de demandes et comme là c'est une montre assez rare, il n'y a pas non plus 15 000 demandes et les recherches que ça implique sont assez lourdes. Ouais. Donc par contre ils recherchent pas. Ils recherchent pas, mais par contre ils m'ont dit que s'il y avait plusieurs demandes, ils rechercheraient, je serais le premier informé. Bon, bah, les amis, s'il y a d'autres possesseurs de ce type de montre, il faut envoyer des demandes chez Omega. Comme ça, votre cause, avec celle de Pierre, pourra augmenter. Donc, ça veut dire qu'elle était... Attends, non, je vais peut-être dire une connerie. Elle était neuve ou elle était déjà portée? Alors, elle était déjà portée, mais elle était dans un état presque neuf, sincèrement. Il n'y avait aucune imperfection sur le cadran. J'avais tout, je l'ai eu en full set avec les papiers, la boîte, pas la boîte d'origine malheureusement, avec le mission stampé dessus, mais avec une boîte des années 90 Omega qui s'épluche. Ouais. Mais sinon, non, je l'avais full set, ouais, clairement. Et à l'époque, tu percevais ça comme, bon, elle est pas neuve, mais en fait, elle est neuve, ou tu te disais, je m'en fous qu'elle soit pas neuve? Tu vois, c'était quoi ton approche? Alors moi, je m'en foutais un peu qu'elle soit neuve, même en fait, je suis collectionneur de vinyle à côté, et moi, ce que j'aime, donc collectionner justement des choses anciennes, c'est qu'ils ont une histoire derrière. J'aime bien, par exemple, avec une montre, avoir les histoires de personnes qui les ont portées aussi, les rêves qu'elles ont pu transmettre aussi à leurs anciens propriétaires, comme elles me le transmettent à moi maintenant. Quelle poésie, les amis, hein, c'est beau ce qu'il nous raconte, j'aime beaucoup en tout cas ce que tu nous racontes, Pierre, sur le sujet, bien sûr. Bien sûr, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans un épisode, mais quand j'achète une montre, c'est essentiel de savoir qui est le vendeur. Voilà, parce que pour moi, ça compte. Totalement. Alors, ça ne compte pas dans l'approche du prix ou quoi que ce soit, mais ça m'intéresse de savoir qui est le vendeur, ce qu'il a fait avec, etc. Et surtout qu'il soit content de me la vendre. Voilà. Oui. Après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Totalement, ouais. Bah, c'est pour ça, maintenant, même pour les prochains et tout, j'ai beaucoup plus sur des forums, on va dire, de revente comme Chronomania, choses comme ça. On peut rencontrer la personne qui l'a eu avant, parler avec lui. Alors, ce contact, on va dire, avec la personne, entre passionnés aussi, c'est un truc qui m'importe quand j'achète une montre aussi, quand même. Alors, attends, ouais, justement, beaucoup de gens ici, on va dire principalement parlent de Chrono 24, parce que c'est quand même une très très grosse plateforme, Totalement. etc. Un petit peu moins du coin des affaires sur Chronomania. Et tu es le premier à parler de Collector Square. Ouais. Les montres viennent d'où sur Collector Square? Alors Collector Square, donc tu as certaines montres qui viennent en fait des ventes aux enchères d'Arcuriel, qui se retrouvent chez Collector Square. Après, ils rachètent beaucoup de montres à des particuliers, mais plus on va dire à des grands groupes à la base qui redonnent on va dire des stocks de montres.
Alors là, je suis pas très précis là-dessus parce que je bosse pas là-bas. Mais clairement, en fait, elles viennent un peu de partout. Mais souvent, enfin, moi, je sais que la mienne, elle a réussi, la personne qui me l'a vendue a réussi à me dire un peu l'historique qu'elle avait derrière, de qui l'avait eu, et je savais qu'elle avait été portée avec un soin. Donc, au-delà du fait que tu avais on va dire, une proximité dont tu as parlé avec cette équipe, toi, ton expérience client a été top à tout point de vue. Tu as présenté les modèles, tu as pris rendez-vous, belle expérience client. Ah, totalement. En plus, en vrai, même le lieu où tu vas est quand même très beau. Ils n'hésitent pas même à te montrer des montres qui sont quand même assez coûteuses. Ils n'hésitent pas à te les sortir pour que tu les essayes. Ils sont très gentils et moi, je la fais entretenir toujours là-bas. C'est toujours bien passé. Donc, c'est un entretien qui est réservé, on va dire, aux gens qui ont acheté là-bas, mais qui est excellent pour le coup. Puis, il y a un grand expert aussi horloger là-bas qui s'appelle Romarea, qui est une référence dans le domaine. Donc, bien connu, quand tu achètes une montre là-bas qui est contrôlée, celle-ci avait été contrôlée par lui en plus. D'accord. Donc, tu es assez safe aussi. Donc, tu l'as eu il y a 5 ans, elle a été révisée depuis ? Ouais, il y a très peu de temps, il y a précisément une semaine. Je l'ai fait toute belle pour l'émission. Le mec, vous avez vu, hein ? Bon, c'est pas une obligation. Non, bien sûr. Venez comme vous êtes, comme on dit. Hein. Mais donc, toi, donc elle sort de révision. Qu'est-ce que tu as fait faire dessus ? Enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait dessus ? Et combien ça t'a coûté ? Alors, pour le coup, je ne l'ai pas payé parce que c'était encore dans la garantie de chez Collector Square. D'accord. Mais il y a eu un petit review sur le mécanisme de contrôle classique, mais il n'y avait rien dessus. C'est tout un polissage, on va dire, des parties acier brillantes et un peu aussi au niveau du cadran. Ouais. Parce que voilà, c'est une montre quotidienne. Donc polissage, tu l'as pas payé non plus ? Non, c'est la chance, on va dire, de l'avoir acheté là-bas et que ça soit acheté pile poil prix, on va dire, la fin de garantie d'entretien. Ouais, alors tu sais que tu vas peut-être irriter le poil de quelques-uns des abonnés, hein, la question du polissage, etc. Bon, c'est une montre c'est un modèle qui est quand même assez récent. Voilà, qu'est-ce que tu en penses de voilà, il y a je pense une actualité, une mode, ce serait un peu péjoratif, mais quand même il y a un vrai sujet sur faut-il polir ou non ces montres. T'as demandé à ce qu'elles soient polies ou ils te l'ont polies ? Non, j'ai demandé à ce qu'elles le soient parce qu'il y avait quelques rayures qui me dérangeaient. Après, moi, sur ce truc-là, j'ai plus un avis de chacun fait ce qu'il veut avec sa montre. S'il veut le faire, il le fait. Bien sûr. C'est moi, je le fais parce que j'aime bien quand mes montres sont un peu nickel. Surtout sur les parties métalliques brillantes ou sinon, comme je suis un peu maniaque, je verrai que ça, quoi, on va dire. Après, ça me dérange pas. Comme tu as pu voir tout à l'heure, il y a quelques rayures sur le verre. C'est aussi une montre qui est portée tous les jours, donc c'est normal qu'elle prenne des coups de temps en temps. Moi, je suis assez ouvert là-dessus, sincèrement. Chacun fait ce qu'il veut avec sa montre, tant qu'elle lui plaît et qu'il le fait pas non plus. Ouais, mais ok, chacun fait ce qu'il veut. Ça, on est complètement d'accord, les amis. Ceux qui veulent venir, ils se présentent et puis voilà. Hein. Mais à cette question, qu'est-ce que tu en penses ? Je veux dire, certes, chacun fait ce qu'il veut, mais aujourd'hui, il y a sur les montres pas d'occasion, on va dire vintage, donc un petit peu plus ancienne que ce qu'on pourrait intégrer dans le terme occasion. Il y a une prime. Clairement, une montre pas polie, ça coûte plus cher sur le marché qu'une montre polie. T'en penses quoi de ça ? J'aime bien aussi, à la limite, tu vois, sur certains modèles de montres, le fait, comme on disait tout à l'heure, avec l'histoire, tu vois, je pense que toute imperfection, tout petit truc qu'il peut y avoir sur la montre, aussi dit un peu l'histoire qu'elle a eue avant avec l'ancien propriétaire. Donc ça peut avoir une valeur supplémentaire. Après, une valeur plus qu'une montre en bon état, je trouve pas ça très raccord en théorie pour moi. Ok, bien sûr, les amis, vous lancez le débat en commentaire sur ce sujet avec grand plaisir. Et Pierre et moi-même, on y participera comme d'habitude. Il y a un truc que j'aime vraiment bien dans ce cadran, c'est que ça le rend asymétrique. Là où le boîtier est asymétrique sur la côté couronne, et là il devient asymétrique à l'opposé. Je trouve que ça lui donne un bon équilibre. Moi je dis, j'en ai une de speed aussi, hein, vous le savez les amis, donc forcément j'aime bien, et franchement celle-là moi j'aime bien. Ouais, ce que j'ai beaucoup aimé avec justement le côté badge de mission, c'est que ça la rendait un peu unique aussi, justement ce côté asymétrique comme tu dis, dans tous les autres mégas que j'avais pu voir. Puis c'est surtout, ça refait écho beaucoup justement avec même les combinaisons d'astronautes, le fait qu'il y ait le patch sur le côté comme ça, qui est du même côté de la montre d'ailleurs, quand tu regardes une combinaison d'astronaute. Bah oui, parce que les amis, vous pouvez pas tout voir, il y a un peu de back-office sur un épisode de Petite Montre entre amis, mais il est venu avec son blouson de la NASA quand même. Donc c'est un truc absolument magnifique. D'ailleurs, à ce sujet-là, très très bientôt, restez connectés sur la chaîne. Il y a un nouveau programme, le programme phare de la chaîne qui va être publié, plus long, une fiction qui raconte l'histoire d'une montre. Et on va démarrer sur la Speedmaster avec des spécialistes, des intervenants, des experts et l'un des astronautes français les plus connus. Restez connectés en vous abonnant à la chaîne.
Écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos et cette belle montre, Pierre. On va passer à la séquence souvenir. Alors, tu as 25 ans, c'est quand même pas bien vieux. Hein. Est-ce que tu te souviens de comment tu as démarré dans les montres? Qu'est-ce qui fait que ça t'a intéressé? C'est venu via l'aérospatial? Bah non, à la base, les montres, c'est venu de mon père. Ouais. Mon père, c'est un grand amateur de montres depuis un petit moment. Comment il s'appelle? Stéphane. Stéphane, si tu veux venir, hein, tu viens quand tu veux, puisque les frères, les sœurs, les époux et les parents des invités sont forcément invités s'ils aiment les montres aussi. Je compte sur toi, Stéphane. Hein. Et ce qui m'a marqué beaucoup, justement, en expérience de montre, c'est quand il a ramené de Singapour, sa Reverso, donc la GMT, avec les 2 cadrans. Et en fait, c'était une montre totalement unique, qui changeait totalement, on va dire, des autres montres que j'avais pu voir sur des poignées. C'était double cadran comme ça, je trouve ça génial de la sortir avec tes vêtements, si t'étais en sombre ou en clair. Ouais, bien sûr. Elle m'a fasciné et il m'a transmis le virus, clairement. Il y a combien de temps, ça? C'était, voilà, ça fait, même moi qui suis pas vieux, ça fait longtemps. Ouais. Ça non, fait mais t'avais quel âge? J'avais 7 ans, 7-8 ans. 7-8 ans. T'avais déjà une montre à l'époque? Non, ma première montre, je l'ai eu à mon entrée de collège, pour le coup, à 12 ans. Ah bah oui, les amis, le collège c'est 12 ans, hein, c'est pas 8 ans hein, quand même. Hein. Yes. Qu'est-ce que t'as eu comme montre? J'ai une Swatch que je t'ai ramenée. Ah ouh, c'est beau, quel démarrage pour cette saison 2. Oh là, on est à fond là. Alors, qu'est-ce que t'as? Ceci, donc une Swatch squelette, parce que c'est pareil, dès que j'ai commencé à aimer les montres, moi j'aimais beaucoup les montres, on voyait le mécanisme. C'est ça qui me fascinait, de voir tout qui bougeait à l'intérieur. Ah bah oui. Donc je l'ai eu à mes 12 ans, pour mes 12 ans, justement pour ma rentrée, comme je suis en septembre, c'était rentrée plus anniversaire. Donc c'est la première que j'ai eue, pour le coup. Et oui. Et là, pour le coup, c'est quand même une Swatch très très particulière, hein, parce que tout de suite, ce qu'on voit, hein, vous le voyez sur les images, hein, on voit tout de suite balancier spirale, voilà. Et c'est donc une Swatch, on va dire ironie, hein, je pense. Hein. Irony. C'est ça, exact. Irony, hein, les amis, il faut quand même prononcer les choses correctement, avec un mouvement auto. Voilà. C'est ça. Waouh, super. Ouais, donc, un mouvement auto. Hein? La première montre, c'est un mouvement auto. C'est un bon début. Totalement. Ah oui, donc là, tu es forcément, bien sûr, avec la masse oscillante de l'autre côté, qui n'est pas l'histoire de Swatch en tant que telle, hein, mais qui est quand même un truc intéressant. Donc ça a été ta première montre? Ouais, ça a été ma première montre que j'ai portée pendant très longtemps. Et à l'adolescence, je l'ai rechangée. J'ai échangé cette montre-là contre une autre montre que je t'ai ramenée aussi. Wow, le mec, il a amené toutes ses montres. Quoi, parce que je garde toutes les montres. Ouais, c'est beau ça. Qui est une Lip Fridge, donc complètement différent pour le coup. Ah oui. Très années 70. C'était ma grande époque rock années 70 psyché. Et justement, donc ça, c'était une montre totalement différent pour le coup, donc qui est en quartz pour le coup. Mais ça, c'est une, il me semble, je peux me tromper, ça a l'air d'être une réédition. Ouais, totalement, c'est une de 2010 que j'ai acheté moi-même pour le coup. Oui, la Fridge, c'est qui c'est Rudy Meyer? Exactement. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, souvent, je parle d'Isabelle Hébé hein, dans Petite montre entre amis, de Roger Talon, mais il y a aussi Rudy Meyer qui a fait ce modèle-là, le Fridge, qui en a fait d'autres, très très rondes. Un immense architecte et décorateur. Totalement, comme tous ceux d'ailleurs qui ont participé à cette époque avec Lip. Ok, qu'est-ce que ces deux montres, la Irony et celle-là, tu les portes encore? Peu, pour le coup. Je porte encore la Irony. Celle-ci, je la porte plus parce que je la trouve assez grosse à mon poignet. Et j'ai du mal à la marier, on va dire, aussi avec mes tenues. Ouais. Et que maintenant, en fait, j'ai un peu changé de style. Mais je la garde pour le côté affect aussi. Je revends jamais mes montres. Pour le coup, donc ça, c'était ton époque rock des années 70. Donc t'écoutais quoi? Les années 70, les Zepp, beaucoup. Ouais. Les Zepp. Parce que les Doors en 70, c'est 71 la fin. Hein. 71 la fin. 70 la fin des Doors. Ouais. Non, beaucoup de choses. Du Kansas, du Creedence. Beaucoup de choses très variées. C'est pas mal, hein, les gars. Creedence Clearwater Revival, bien sûr. Led Zeppelin. Bien sûr. A Whole Lot of Love. Ouais. Voilà. Et évidemment, Stairway to Heaven, il monte dans les étoiles, étant passionné d'aérospatial. Très très sympa tout ça. Quand je regarde ces deux montres-là, pour la première fois, en fait, je vois pas mine de rien, je vois pas de filiation. Donc, tu vois, dans les modèles, vous avez pu voir il y a quelques semaines Charles avec sa Bell & Ross BR03 92 Diver, qui a sorti sa Seiko Kinetic qu'il avait eu beaucoup plus jeune. Honnêtement,
l'un est le fils de l'autre ou le père de l'autre. Hein. Je veux dire, là, il n'y a absolument aucun doute sur le sujet. La seule chose qu'on pourrait dire, cher Pierre, Stéphane, ça c'est une montre rectangulaire clairement inspirée de la Jaeger-LeCoultre Duo Face ou Night and Day, je ne sais pas laquelle c'est, et tu es le bienvenu bien évidemment pour venir la présenter. Superbe ambiance pour ce premier épisode de la saison 2, et donc on va démarrer avec le célèbre quiz et avec le nouveau quiz. Alors, cher Pierre, tu as quand même une pression supplémentaire par rapport à tous les invités, c'est que tu es le premier à passer à la question avec 3 questions sur le quiz. Hein, donc il n'y a toujours pas de règlement. Voilà. L'objectif, c'est d'essayer de passer un bon moment, d'essayer d'apprendre des trucs et de bien rigoler. Alors, tu es prêt pour la première question ? Allez, vas-y, ouais. Alors, en 1930, Omega fusionne avec une autre grande marque suisse. Laquelle ? Réponse A, Baume & Mercier. Réponse B, Longines. Réponse C, Tissot. Je tourne un peu la feuille pour qu'ils ne puissent pas voir les réponses. Alors, j'en ai aucune idée. Dans l'ordre, Baume & Mercier, Longines, Tissot. Alors là, pour le coup, ça va être complètement de la déduction, mais qui n'a pas de sens. Pour le coup. Mais attends, c'est juste, à la limite, je dirais Longines pour après la filiation, on va dire, avec le côté aéronautique, aérospatial, mais j'en sais rien du tout. Aïe, 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 ça commence mal, les amis. Pierre vient de prendre un but en tout début de match. Non, c'est Tissot. Tissot ? Ouais, Tissot. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Tissot, Seastar notamment, qui ressemblent à des boîtiers de Seamaster, etc. Merveilleuse aventure que Tissot. Et, tu vois, Tissot a été repositionné lors de la fusion dans SMH qui est devenu le Swatch Group, plutôt dans l'entrée de gamme, là où Omega est dans le haut de gamme. Donc Tissot, alors que c'est aussi prestigieux et magique comme histoire que celle d'Omega. Il est très belle Tissot, pour le coup. Et oui. D'ailleurs, à ce sujet-là, quand même, toujours pas de Baume & Mercier, belle marque aussi, très belle histoire, historique. Plus de 150 ans, toujours pas de Baume & Mercier dans Petite Montre entre amis. J'espère bien que le problème va être résolu pour la saison 2. Écoute Pierre, tu es mené 1-0 ou 0-1. Pression. Voilà, alors, là c'est cadeau je pense. Vas-y. En 2014, Omega lance une Speedmaster digitale et analogique portant le nom d'un personnage de science-fiction. Est-ce la Speedmaster Skywalker X33? Réponse A, la Speedmaster Buzz Lightyear, le fameux Buzz l'éclair X33, ou la Speedmaster Spock X33. Tu es très étonné, mais je ne sais pas non plus. Tu peux essayer de réfléchir. C'est ça, je réfléchis. Donc tu as le Skywalker, le Skywalker, la lignée de Jedi, j'y crois etc. pas trop Jedi pour le coup. Buzz Lightyear, Buzz l'éclair, le bien connu en France dans Toy Story, mais qui est quand même un personnage de bande dessinée au départ, et Spock le Vulcain de Star Trek. Je dirais Buzz, avec la référence avec Aldrin aussi après derrière. Ça, c'était la feinte, et il a été feinté, notre ami Pierre. Là, tu commences à être mené 0-2. Ouais. Non, pas du tout. La bonne réponse, c'est la Omega Speedmaster Skywalker X33, sortie en 2014. J'aurais pas cru. Eh ouais. En fait, la première version de la X33 est sortie en 98, si je ne me trompe pas. C'était les modèles de montre qui étaient au poignet des 2 astronautes qui sont partis sur Crew Dragon avec SpaceX. Et en 2014, un autre modèle a été commercialisé par Omega en partenariat avec l'Agence spatiale européenne, European Spatial Agency, l'ESA. Et l'inventeur du brevet, il y a des brevets notamment de calcul de durée de mission et de compte à rebours, l'inventeur du brevet n'est autre que Jean-François Clairvoy, le spationaute français qui est allé 3 fois dans l'espace et qui était le plus jeune à aller dans l'espace. Tout à fait. Et qui d'ailleurs participe à ce programme Watch Out que vous verrez sur la chaîne à la fin septembre 2020. Bon, alors là,
Là, c'est chaud. Là, c'est chaud puisque on est déjà mené 2-0. Il faut éviter la lourde défaite 3-0. Hein. Les amis, vous m'avez tous dit en commentaire, il faut 3 questions dans le quiz pour éviter les matchs nuls. Ah, le problème, c'est que là, tu peux partir avec une petite défaite ou alors une lourde défaite. Avec l'honneur quand même. Alors là, normalement, les anses de la Speedmaster s'appellent avec poésie. Réponse A, les anses lyres, comme une lyre, l'instrument de musique. Réponse B, les anses harpes, comme le célèbre logo de Guinness. Et d'ailleurs, dans l'autre sens, le symbole de l'Irlande, la République d'Irlande. Réponse C, les anses sitar. Aïe, 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 je le sens sous pression. Il va rechercher de l'aide dans mon regard. Alors, les anses lyres, une lyre, c'est on va dire une petite harpe. Une harpe. Voilà. Et la sitar. La sitar, là, c'est Ravi Shankar, qui est avec George Harrison, etc. quoi. Alors, A, B ou C, lyre, harpe, sitar. La lyre. Ah, il est allé puiser au fond de lui pour ne pas perdre 3-0 et c'est réussi puisque effectivement ce sont les anses lyres. Alors les anses lyres sont apparus selon mes informations. J'ai quand même bien cherché sur le sujet, sur les Universal Genève Paul Reuter, dessiné par le célèbre designer Gérald Genta. Et si tu regardes bien tes anses, tu regarderas que tu as un peu cette séance qui sont un petit peu tordues, un peu tournées, comme une lyre. Voilà. Alors je te rassure sur un point, c'est que Assurance Tourix dans Astérix n'est absolument pour rien. Et puis Sitar, écoute, Sitar, Ravi Shankar qui ça paraissait un peu long, participe avec George Harrison à quelques musiques un peu psychédéliques, non pas avec les Beatles, mais avec George Harrison. Écoutez les amis, je vous propose, malgré cette défaite, de chaleureusement applaudir Pierre quand même, parce que c'est lui qui est passé à la question le premier. Donc maintenant, vous savez comment ça se déroule. C'est bien, vous pouvez gagner 3-0, mais vous pouvez aussi perdre 3-0 et tu t'en sors bien. Je sauve l'honneur. C'est beau. Alors, une autre nouveauté pour cette saison 2, c'est qu'avant d'enchaîner sur ta prochaine montre, nouvelle séquence recto-verso. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est cette séquence recto-verso ? Pas encore. Là, je vais te le dire. Là, le sujet, c'est, tu as bien compris, vous avez tous compris que Petite Montre entre amis, c'est vraiment une personne, un anonyme qui vient raconter sa montre. Et l'idée, c'est d'en savoir un petit peu plus sur toi. On a bien compris qu'il avait d'autres passions, mais voilà, à part l'horlogerie, ta principale passion, celle dont tu voudrais parler, d'ailleurs, ou pas, c'est laquelle ? C'est l'aérospatiale. C'est celle qui m'emmène, on va dire, avec cette montre-là. Celle qui a été, on va dire, le vecteur de l'achat de cette montre-là aussi. Ouais, mais tu te souviens pourquoi très clairement, là, le lien entre la speed et l'aérospatial, il est mécanique. Totalement, il est historique. C'est tout bête, c'est la première fois que je l'ai vu, la Speedmaster. C'est en regardant le film Apollo 13. Ouais. En fait, quand je l'ai vu, quand j'étais petit, et après, quand je me intéressais plus à l'horlogerie au début de l'adolescence. Et c'est là où je me suis dit que je trouvais la montre jolie. Et puis ce côté historique, on va dire, de la montre, ce côté, c'était la montre qui était allée sur la Lune, la montre portée par tous mes héros de quand j'étais gamin, comme Jim Lovell, Buzz Aldrin, Armstrong, Collins. Donc je me suis dit que c'était une montre que je voulais pour ça. C'est une montre parce qu'elle était historique, parce que je la trouvais jolie. Elle alliait, on va dire, tous les facteurs qui me plaisaient. Le côté qu'elle avait une histoire. J'adore les montres qui ont une histoire. C'est même, on en parlera tout à l'heure dans les prochaines montres. J'aime les montres qui ont des histoires derrière, qui ont un passé, qui ont une légende même pratiquement autour. Mais pour le coup, pourquoi à un moment tu t'es pas dit, il y a une Omega Speedmaster Tribute to Apollo 13, la Snoopy là justement avec le chemin de fer de la trotteuse, du chronographe jusqu'à 14 secondes justement, là où Jim Lovell a calculé le temps justement pour reprendre le bon orbite pour rentrer sur Terre. Tout simplement, en fait, l'occasion je l'ai pas trouvé d'occasion à l'époque quand on m'a offert celle-ci. Et surtout, c'est que je suis tombé amoureux de celle-là, tout simplement. C'est quand je l'ai vue. En fait, c'est comme Gemini 6, c'est pas une mission très connue, c'est un peu une mission oubliée de l'histoire, alors que c'est une mission importante.
J'aime aussi ce côté un peu outsider, on va dire, des missions, et pas forcément porter même la nouvelle qui est sortie en 2019, qui est magnifique, hein, celle des 50 ans de l'alunissage, avec les petites dorures, machin. Mais je sais pas, je préfère, on va dire, les missions un peu moins connues, on va dire. Et ça permet aussi d'apprendre, enfin, quand j'en parle aux gens, de pas parler toujours d'Apollo 11 ou d'Apollo 13, même si j'adore ces missions qui sont vraiment historiques, mais de parler du programme Gemini qui est moins connu et qui pourtant, s'il n'avait pas été là, on n'aurait pas eu tout ça aussi derrière. On n'aurait pas eu les missions Apollo. Mais voilà. Ça, c'est le propre du passionné par rapport à celui qui, on va dire, qui connaît un peu moins. J'aime pas le terme connaître, je parle plutôt de aimer, qui aime un peu moins et donc qui creuse un peu moins. Bah, effectivement, toujours en restant, l'idée c'est de toujours rester sur le lien horlogerie et un autre sujet. Celles et ceux qui s'intéressent pas beaucoup, enfin qui savent que effectivement une speed, elle a contribué dans son domaine à la grande réussite qui est l'alunissage. Ça va pas plus loin que Apollo 11 et éventuellement Apollo 13. Voilà. Avec le film. Voilà, avec le film. Il n'y aurait pas eu de film, etc. Et là, on voit bien que la corrélation entre ton intérêt pour les montres, donc avec un outsider, c'est un modèle qui est très peu connu, celui-là, et effectivement, Gemini 6, le lien, on le voit avec Wally Schirra, parce qu'il est connu comme ayant contribué au fait que la NASA regarde de près ce qu'Omega avait proposé comme montre, et il est dans Gemini 6, alors que c'est quand même Pierre qui m'a expliqué l'importance, lorsqu'on a préparé cet épisode, l'importance de Gemini 6 dans ce triptyque Mercury, Gemini, Apollo. Tout à fait, ouais. C'est une mission qui a été importante pour le bon développement du programme Apollo. C'est l'une des premières rencontres, on va dire, extérieures dans l'espace qui a bien fonctionné entre deux vaisseaux habités. À la base, en fait, c'était une mission qui devait partir avec un module qui s'appelle l'Agena, qui est un module en fait qui servait aux astronautes dans la capsule de se fixer en fait sur un point dans l'espace en orbite, comme ce qu'ils allaient devoir faire après sur Apollo avec le LEM, le module lunaire. Donc c'était des entraînements avec ça, sauf qu'au décollage de l'Agena, il y a eu un problème électrique, c'est qu'elle a été décalée et qu'elle a été envoyée en même temps qu'Apollo 7. Que Gemini 7, pardon. Je comprends. Je t'ai vu arriver avec un blouson de la NASA. Tu vas nous en parler après, mais voilà, tu as plusieurs mondes, il y a une filiation avec ton père sur l'horlogerie, etc. Est-ce que tu achètes des objets, tu collectionnes des trucs aussi qui sont des marqueurs du temps et de l'histoire de la conquête spatiale? Totalement, je t'en ai ramené un. C'est énorme. Honnêtement, ceux qui vont passer sur la chaîne saison 2 après Pierre, wow, ça va être dur. Il faut vraiment que vous gagniez 3-0. Alors, qu'est-ce que tu as ramené? Alors, je t'ai ramené un document. Qu'on voit pas tous les jours, on va dire. Alors, c'est une lettre, en fait, qui était une lettre promotionnelle pour un livre qu'ont écrit les astronautes du projet Mercury sur l'expérience et tout, signée de la main de Scott Carpenter. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette lettre? Alors, elle raconte, en fait, pour le coup, l'une des missions de John Glenn, pour le coup, et son premier ressenti qu'il a eu dans l'espace, vu par Scott Carpenter, parce qu'il était en fait en écho sur une station au Texas, pour l'écouter. Pour le coup, donc en gros c'était la retransmission, et comme John Glenn a eu des hallucinations apparemment pendant le vol, donc ce qu'on voit aussi par exemple dans le film L'étoffe des héros avec l'espèce de petite étincelle, c'est vraiment arrivé pour le coup, c'est une distraction sûrement de l'œil. Et cette lettre, elle date de quelle année? Alors elle date de 62 pour le coup, de l'époque de sortie du livre. C'est un livre qui est sorti en fait contemporain pour le coup, encore à la fin des missions Mercury. Ouais, ok. Mais elle est sortie en 62, c'est un original? C'est un original. Et elle relate cette hallucination qui date de quand? C'est ça, qui date de 59. Je me trompe peut-être. Quelques années avant. Donc on est vraiment dans le début de la conquête spatiale, quoi. On n'est pas vraiment en orbite. Non, c'est ça. C'est de John Glenn, on va dire. Toute cette période-là, c'est les premières orbites autour de la Terre, on va dire, où il y en a plusieurs. Avant, c'était juste, par exemple, la première mission avec le Redstone d'Alan Shepard, c'était juste il monte, 15 minutes en haut, il redescend. Là, on est quand même déjà un peu plus, on est à l'aube du Gemini. John Glenn, c'est le premier Américain dans l'espace. Non, c'est Alan Shepard. Oui, Alan Shepard, bien sûr. C'est Alan Shepard. Bien sûr. Et il y a un truc aussi pour ce document qui me plaît beaucoup, c'est qu'il est donc signé par Scott Carpenter, qui n'est pas le plus connu des Mercury. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il fait totalement le lien entre mes deux passions. C'est en gros, c'est un astronaute, mais qui après a rencontré Jacques Cousteau
est devenu un explorateur marin. Ah bah oui, bien sûr, c'est magique. C'est ça. C'est magique tout ça. Est-ce que pour nos amis abonnés sur la chaîne, parce qu'on n'est pas sur petites explorations spatiales entre amis, est-ce qu'il y a une ou deux chaînes YouTube que tu peux recommander aux abonnés sur la conquête spatiale, qui bien sont sûr. sympas en français? Totalement. Il y a AstronoGeek, qui est très bien. AstronoGeek. Qui est excellent pour le coup pour se renseigner sur l'espace, sur surtout tous les concepts, on va dire aussi spatiaux et astronomiques. Ok. Et on a chaîne et Stardust, qui est pour le coup une excellente chaîne si on veut découvrir aussi le futur de la conquête spatiale, mais aussi le passé. C'est quelqu'un qui fait des grandes vidéos sur. Alors, il a fait une excellente sur la sonde Voyager, ou sur toutes les missions Apollo, et surtout aussi sur des personnalités qui sont méconnues, comme Gunther Wendt, qui est un préparateur en fait à la NASA et qui préparait tous les astronautes. C'est la dernière personne sur Terre qui leur serrait la main avant de partir. Alors celle-ci, je la connais, les amis. Si vous voulez suivre notamment les lancements de SpaceX, moi j'ai suivi le lancement de Crew Dragon sur cette chaîne. Et effectivement, c'est intéressant. C'est un live qui dure des heures en français avec des intervenants. C'est absolument passionnant et c'est plus long que les 10-15 minutes qui sont sur les chaînes télévision principales. Tu as parlé de futur, c'est facilement la transition vers ta prochaine montre. Alors, bien que tu n'aies que 25 ans, mais mine de rien, tu l'as déjà eu il y a 5 ans. C'est ça. Donc, quand on a 25 ans, on est dans sa 26e année. C'est terrible. Hein. Donc, tu réfléchis à une montre pour tes 30 ans ou avant? Ouais, bien sûr. Alors, il y a une montre qui me fait rêver. Bien sûr, quoi? Avant ou pour tes 30 ans? Avant et pour mes 30 ans. Ah, deux. Wow, c'est ta prochaine montre, pas tes prochaines montres. Alors pour mes 30 ans, elle est toute vue, parce que j'ai dit que je m'achèterais pour mes 30 ans, parce que j'étais trop jeune pour la porter à l'époque. Ça sera sûrement une Reverso. Ouais. Un héritage familial, et quand je l'ai portée, en fait, quand j'ai essayé celle-ci, je me sentais trop jeune pour en porter une. Ouais. Le bracelet cuir faisait un peu plus old school. Et là, sûrement, la prochaine, ça sera sûrement une Seamaster, pour le coup, une 300, avec le fond noir et les annexes dorées. Ouais, mais donc le dernier modèle. Le dernier modèle ou alors un rétro, parce que les rétros sont assez similaires. Voilà, donc pas forcément avec les index cerclés dorés, cadran noir. Moi je suis totalement ouvert, après c'est selon les occasions, selon les rencontres aussi, sur les forums comme Chronomania, j'aime beaucoup les El Primero aussi de chez Zenith. Ouais. Donc c'est un peu selon donc ce qui est pas complètement calé sur la suite, parce que j'allais te dire, voilà, on va dire que ta première belle montre, c'est celle-là. Totalement. Et donc, voilà, la suite, t'es marqué par Omega, quoi. Ah, clairement, Et là, il y a deux tracks pour moi distincts. Il y en a un qui, à mon avis, te suivra toute ta vie, c'est Omega. Tout à fait. Ouais. Et puis, après, mécaniquement, tu auras envie de sortir sur d'autres marques, d'autres modèles, etc. Donc, est-ce qu'on peut dire que t'es pas complètement au clair sur la suite? Alors, si, en fait, je suis au clair que la prochaine montre que je veux absolument, c'est la Seamaster. Après, si entre-temps, j'ai des bonnes opportunités à prendre, que ce soit au niveau prix ou même niveau une belle montre qui me tape dans l'œil, ça me dérange pas de reculer un peu le projet Seamaster pour faire place à celle-ci, pour le coup. Parce qu'il y a il y a quand même des montres qui ont marqué la conquête spatiale, des marques autres que Omega. Chez Yema. Alors Yema, je sais pas. Mais dans la conquête spatiale, tu as la Bulova Astronaute. Tout à fait. Tu as la montre russe, alors je me souviens plus si c'est une Vostok ou une Raketa Surmansky. Je crois que c'est une Vostok. Qui était au poignet de Yuri Gagarin. Tu as quand même des choses sur le sujet. Plus toutes celles qui ont été portées à titre personnel et peut-être emmenées dans l'espace. La Seiko Pog du colonel Pog, dont on sait qu'il la porte et il est en tenue de la NASA, mais on ne sait pas s'il la portait en mission. C'est ça. Après, j'aime beaucoup aussi l'aéronautique, donc tu as plein de liens comme ça qui sont... moi, j'ai pas vraiment fait... J'aime beaucoup Omega, mais il n'y a pas une marque, on va dire, où j'ai acheté que ça, pour le coup. Moi, je suis très ouvert au niveau des montres. Ouais, mais attends, tu sais, tu nous dirais, tu es complètement fermé à Omega, c'est pas grave, on a tous le même problème que Pierre. Hein. On est convaincus, on sait pas trop, on hésite, etc. Ce que je vois quand même, c'est que tu as dit, je prends les abonnés à témoin, je suis sûr de vouloir une Omega Seamaster 300. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Bon, donc si la marque émotionnelle Omega est pas forte pour toi, là, je sais plus quoi dire. C'est sûr et certain, ça par contre. Je sais plus quoi dire. Tu as parlé d'Yema, c'est parce que tu as une Yema aussi? Tout à fait, ouais, une Superman. Ah, c'est pas mal ça.
Une réédition aussi pour le coup. C'est pas une rétro. C'est pas grave ça. Mais avec un mouvement français à l'intérieur. Bon, bah écoutez les amis, peut-être qu'à l'occasion il reviendra sur la chaîne pour nous parler de sa Yamaha Superman. Bon, bah vous avez bien compris que Petite Montre entre amis, c'est reparti avec cette saison 2. Deux nouveautés, une nouvelle séquence qui s'appelle Recto Verso pour essayer de mieux connaître les autres passions ou l'autre passion éventuelle de l'invité. 3 questions au quiz, vous le voyez, un habillage qui est différent mais toujours avec la même musique, et si vous voulez participer, bah ça n'a pas changé. contact@dailyshoes.fr, la référence de votre montre, grosso modo ce dont vous avez envie de parler, et puis on trouve une solution pour enregistrer comme avec toi Pierre aujourd'hui, ou alors à distance avec les autres programmes de la chaîne. Allez, ciao!